Merci Caroline, bonjour à tous. Merci à Mathieu pour l'organisation de ce colloque. Je suis très, très honoré d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager quelques éléments d'information sur cette question passionnante de l'architecture commerciale internationale du Pacifique, qui est riche, qui est fournie, complexe, et qui, pour l'instant en tout cas, n'intéresse que très très indirectement la Nouvelle-Calédonie. Peut-être un mot en introduction sur la problématique des compétences partagées évoquées par Christine Bidault-Garon tout à l'heure. Effectivement, vous le savez, le commerce extérieur est une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis l'entrée en vigueur de la loi organique de 99. Ce n'est plus une compétence de Bercy ni du Quai d'Orsay, donc l'État n'est plus compétent en la matière. En revanche, l'État reste au contrôle de constitutionnalité, de légalité de tous les accords internationaux qui peuvent être conclus par la Nouvelle-Calédonie. Je dis tous les accords, il y en a très peu en fait, mais voilà, il y en a quelques-uns, puisque l'État d'abord autorise la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement, à négocier et à signer les accords. Donc l'État intervient en amont, a priori, et puis l'État contrôle ensuite, bien entendu, la légalité du texte, sa constitutionnalité, et d'ailleurs le ratifie, puisque tout accord international qui entre dans le champ d'application de l'article 53 de la Constitution est ensuite ratifié par le Parlement national, quand bien même il ne serait applicable qu'à la Calédonie. Donc voilà un peu pour la compétence, institutionnelle en matière de commerce extérieur. Elle est très liée à la compétence en matière de relations internationales. Je repasse au sujet très vite parce que j'ai pas mal de choses à dire et je veux respecter le timing. L'idée pour moi aujourd'hui est de vous présenter très très rapidement, je l'espère, enfin en tout cas le mieux possible, les accords de commerce applicables, en tout cas existants dans la zone Pacifique, et essayer de voir avec vous en quoi ces accords peuvent constituer des opportunités ou des potentialités ou même parfois des risques pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, je présenterai d'emblée, vraiment très rapidement le cadre actuel, en tout cas le système applicable en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, avant d'aborder les accords, puisque nous ne sommes membres d'aucun accord, nous ne sommes partis à aucun accord de commerce. En revanche, un droit commercial international, des dispositions internationales de commerce extérieur sont applicables en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est le régime, donc j'aborderai d'abord le régime de la relation entre l'Union européenne et les PTOM, et donc la Nouvelle-Calédonie, qui régit les relations commerciales entre la Nouvelle-Calédonie, donc qui est son principal partenaire économique, c'est-à-dire l'Union européenne, et ensuite très rapidement le cas particulier de la Polynésie française. Alors d'abord, peut-être en pré-introduction, vous dire que aujourd'hui il existe les droits de douane, plusieurs types de droits de douane applicables en Nouvelle-Calédonie, 0, 5, 10, 15 et 20%, des taxes à l'importation qui sont multiples, mais qui seront remplacées, je synthétise et je schématise même, par la TGC qui entrera en vigueur en octobre 2018 et qui simplifiera, qui rendra un peu plus lisible en tout cas le droit interne applicable au commerce extérieur. S'agissant du droit applicable, droit international, en tout cas des réglementations applicables aux relations commerciales de la Nouvelle-Calédonie, avec l'Union européenne, vous le savez, l'Union européenne accorde donc une exemption de droit de douane sur les marchandises originaires des PTOM et donc de Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif n'est pas symétrique puisque les PTOM, la Nouvelle-Calédonie, peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer des droits de douane en revanche sur les produits originaires de l'Union européenne. La Nouvelle-Calédonie n'applique pas de droits de douane à ces produits, donc elle joue le jeu du privilège accordé par l'Union européenne et n'applique pas de droits de douane. En tout cas, elle applique des droits de douane préférentiels aux produits originaires de l'Union européenne. Pour ce qui concerne les PTOM, les autres PTOM, il en est de même. La Nouvelle-Calédonie accorde le même régime aux autres PTOM, aux produits originaires des autres PTOM que de ceux originaires de l'Union européenne. Pour mémoire, l'Union européenne s'apprête à négocier 2 accords de commerce, donc 2 accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et bien évidemment, au regard des relations que nous entretenons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le privilège qui nous est accordé par l'Union européenne pourrait s'amenuire, enfin en tout cas pourrait perdre une partie de sa substance. Nous perdrions certains avantages comparatifs par rapport à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le régime applicable à la Polynésie française, en un mot, nous avons, dans le cadre d'un accord bilatéral entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie qui remonte à quelques années, 2000, nous avons accordé une forte réduction de la TGI sur les perles polynésiennes et en échange, la Polynésie a accordé une forte réduction du droit fiscal à l'entrée pour
pour notamment la crevette. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail des produits concernés, mais depuis 2002, cet accord, donc très rapidement cet accord a perdu une part de sa substance avec l'entrée en vigueur de la TVA en Polynésie française. Voilà, donc l'équilibre sera rétabli en 2018 avec l'entrée en vigueur de la TGC. C'est plus anecdotique qu'autre chose, mais je l'évoque. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Les accords commerciaux qui sont aujourd'hui en vigueur dans le Pacifique, et je le rappelle, auxquels la Nouvelle-Calédonie n'est pas membre actuellement, n'est pas partie. Un mot sur l'adhésion, sur le rôle de l'OMC, important, puisque plusieurs membres plusieurs États souverains du Pacifique sont membres de l'OMC aujourd'hui. Bien entendu, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les deux autres puissances économiques régionales, Fidji, Papouasie, et d'autres pays qui pèsent moins économiquement, dont vous avez la liste à l'écran. Une petite carte de la zone. Les accords de commerce régionaux, aujourd'hui 3 familles d'accords, en tout cas 3 types d'accords sont soit en train d'entrer en vigueur, soit en vigueur dans la zone Pacifique. Le PICTA, qui est un accord de commerce entre les îles, entre les États et territoires insulaires en développement, donc qui exclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le PACER Plus, qui est en cours d'entrée en vigueur et qui concerne l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la plupart des États insulaires en développement partis au PICTA. Et le troisième type d'accord, le troisième accord de commerce aujourd'hui qui lui est en vigueur, c'est l'accord de commerce du GFLM, donc le MSG Trade Agreement, qui est en réalité l'accord le plus efficace, celui qui fonctionne le mieux, qui est le plus abouti, et qui ne concerne que les États du fer de lance, donc de l'arc mélanésien, c'est-à-dire les 4 États souverains membres du GFLM, Papouasie, Fidji, Vanuatu, Salomon. Je commencerai par celui-là, puisque c'est celui qui finalement est en vigueur, est en fonctionnement actuellement, et dont la Nouvelle-Calédonie n'est pas membre non plus, hein, vous l'aurez compris. 3 générations de l'accord, une première génération dès 93, une deuxième génération ensuite, 3, donc je présenterai les 3 étapes de construction de cet accord rapidement, et puis je finirai sur les potentialités, les intérêts que pourrait présenter cet accord pour la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les risques qu'il pourrait aussi présenter pour la Nouvelle-Calédonie en cas d'adhésion. La première génération de cet accord en 93, donc très rapidement après l'entrée en opération de l'organisation GFLM, Fidji n'y adhère qu'en 96, et pour cause, c'est la puissance économique de la région à cette période, et donc évidemment elle met plus de temps à se décider. Il porte sur les biens uniquement à ce moment-là, et vise à réduire, donc il impose une obligation de moyens, de réduction progressive des tarifs douaniers. On n'est pas dans un accord à ce stade très abouti. La deuxième génération, qui est un peu plus ambitieuse, elle fixe cette fois une liste positive. Donc sur l'échange de biens, elle impose aux États une liste limitative de produits dans lesquels ils ont l'obligation de limiter à un plafond l'imposition de leurs droits de douane, produit par produit. Et certains produits peuvent, bien entendu, la majorité des produits sont exclus. Le principe, c'est que aucun produit ne bénéficie de cette libéralisation, sauf cette liste positive, sauf les listes qui apparaissent sur cette liste positive. Donc les biens doivent être considérés comme... Alors je passe sur le détail, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup le temps, et donc ce serait, à mon avis, trop long. En un mot, évidemment, les biens doivent être considérés comme originaires d'un des États partis. Donc un mécanisme de règles d'origine s'applique et permet de déterminer s'ils sont ou non véritablement originaires de l'un ou l'autre des parties à cet accord. Le deuxième accord GFLM est signé en 2005, entré en vigueur un peu plus tard. Cette fois, les pays signent en même temps, donc il n'y a pas de décalage d'adhésion entre les 4. Cette fois, le principe même de l'accord est différent, puisque nous passons d'un principe d'une liste positive à un principe d'une liste négative, c'est-à-dire que tous les biens produits par ces pays ou considérés comme originaires de ces pays sont bénéficiaires de la libéralisation des échanges, sauf une liste négative qui exclut certains produits. Donc le paradigme n'est plus le même, et ce qui évidemment change complètement la donne. Voilà rapidement. À noter que le Vanuatu et le Fidji prennent la décision d'éliminer l'ensemble des barrières tarifaires sur tous les produits originaires de leur territoire. Donc il n'y a pas de liste négative produite par ces deux pays. La troisième génération, celle qui va nous intéresser le plus, celle qui aujourd'hui
n'est pas encore entré en vigueur. C'est un projet ambitieux, un projet d'ailleurs pour lequel la Nouvelle-Calédonie est interrogée par ces 4 États membres. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie n'est pas membre du GFLM, c'est le FLNKS qui est membre de l'organisation. Pour autant, l'organisation souhaiterait que la Nouvelle-Calédonie adhère, soit partie, prenne part à cet accord de commerce. On n'en est pas là, bien entendu, mais en tout cas, le vœu est exprimé par ces pays. Que vous dire d'autre donc voilà, donc c'est un accord qui est un peu plus ambitieux. Il va plus loin dans la libéralisation du commerce de biens, avec effectivement un assouplissement dans la notion de règle d'origine, donc dans le degré de qualification de la règle d'origine. Donc plus de produits sont considérés comme originaires de ces pays. Il rend éligible les services à cet accord de commerce. Donc là, on élargit le champ matériel de l'accord. Il inclut un dispositif de mobilité des travailleurs qualifiés, donc facilite les échanges d'élites, la circulation des élites entre les pays membres de cet accord, pays partis à cet accord. Il institue aussi un mécanisme de facilitation des investissements étrangers, donc des investissements internationaux entre ces 4 États. Et enfin, ils mettent en place un mécanisme d'assistance technique. En clair, le secrétariat du groupe du fer de lance mélanoésien, donc l'administration de l'organisation GFLM, apporte aux plus pauvres de ces 4, c'est-à-dire le Vanuatu et les îles Salomon, un soutien opérationnel pour renforcer ces administrations compétentes en matière de commerce extérieur, douane, phytosanitaire, direction fiscale, etc. Entrée en vigueur, donc en cours, c'est un peu flou à ce stade, on n'a pas beaucoup de précision. On sait que les 2 pays, les 2 puissances sont plus allantes, évidemment, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais à ce stade, évidemment, nous n'avons pas plus d'éléments. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'envisager une éventuelle probable, possible ou improbable, j'en sais rien. Le sujet est extrêmement politique, mais adhésion de la Calédonie ou participation de la Calédonie à cet accord sous-régional. Des potentialités, donc des avantages incontestables. D'abord, pour les services, c'est un accord sur les services aussi. Et nous savons, les services calédoniens sont compétitifs à l'échelle régionale. Je vois dans la salle plusieurs acteurs économiques qui pourront le confirmer. Ça pourrait permettre, le cas échéant, de faciliter l'accès de nos sociétés de services à des marchés dans ces pays. Ça accroîtrait bien entendu, ça soutiendrait bien sûr l'influence diplomatique de la Nouvelle-Calédonie, puisque ça nous ferait adhérer à un accord de commerce. Ça rapprocherait culturellement, ce sont des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler. Ça permettrait aussi de faciliter l'accès des acteurs économiques calédoniens et de l'économie calédonienne à des marchés de pays en rapide développement. Je pense à Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les taux de croissance sont très importants et où les potentialités sont énormes. Des risques, bien sûr, importants. Le coût du travail en Nouvelle-Calédonie est élevé. Nous ne sommes pas encore complètement compétitifs à l'échelle régionale. C'est un élément à prendre en compte, notamment à l'égard de Fidji et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont compétitifs aujourd'hui et qui peuvent nous concurrencer dans beaucoup de domaines, notamment les services. À Fidji, on le sait, un peu à l'image de l'aventure de l'île Maurice, de l'exemple mauricien, Fidji a développé une activité de service en 10 ans considérable. Et puis évidemment, s'ouvrir à ce marché auquel sont partis à cet accord auquel sont partis des pays en difficulté politique, économique, sociale, notamment la Papouasie et les îles Salomon, pourrait créer une forme d'inquiétude pour certains investisseurs internationaux. Voilà rapidement. Deuxième accord, et il me reste quelques minutes, donc je pense que je vais être à peu près dans les temps, le PICTA, qui cette fois est un accord régional, mais qui ne concerne pas les 2 grandes puissances, Australie et Nouvelle-Zélande, donc qui n'inclut que les petits États insulaires, enfin les États et territoires insulaires en développement de la zone. C'est un accord qui a été signé sous l'égide du Forum des îles du Pacifique, donc l'organisation politique du Pacifique. On voit qu'il y a toujours, c'est intéressant de le remarquer, il y a toujours une organisation politique qui chapeaute ces initiatives. Pour le GFLM, donc c'est le GFLM qui est une organisation politique avant d'être une organisation commerciale. Pour le PICTA, c'est le Forum qui prend le lead dès 2001, avec une entrée en vigueur du texte en 2007. Alors, c'est un accord qui pèse peu économiquement, bien sûr, puisqu'il ne concerne que des pays en développement. L'initiative, l'objectif est d'inscrire donc l'ensemble de ces petits États insulaires en développement dans une démarche d'intégration régionale. Il est très soutenu par le Forum, donc
très soutenu par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisque le forum est financé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en grande partie. Donc le PICTA, en réalité, on comprend très vite dans sa construction, est créé pour permettre, quelques années après, à l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'avoir une organisation structurée en phase 2 pour la négociation de l'accord, le troisième que j'évoquerai tout à l'heure, le PACER Plus, qui est ce grand projet d'accord régional, cette fois très inclusif. Donc en fait, le PICTA va être quasiment un prétexte pour l'Australie, pour le forum, et donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à la création plus tard d'un accord plus large. Mais malgré tout, il existe et il fonctionne, donc il vaut le coup d'être présenté rapidement. Alors l'objet de l'accord, il concerne les biens, engagement à réduction graduelle des droits de douane. Vous voyez que le délai est plus long pour les PMA, donc les pays les moins avancés. Il fonctionne en liste négative, donc tous les produits sont libres de droits de douane, sauf certains produits liste négative, notamment les biens sensibles. Il prévoit une mesure de sauvegarde pour les industries naissantes, l'Infant Industry, qui est importante, notamment à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui permet d'éviter de mettre à mal des projets naissants. Il libéralise l'offre publique, donc la commande publique dans l'ensemble de ces pays. Une règle d'origine qui est fixée à 40% de valeur ajoutée à l'échelle régionale. Donc le produit peut être valorisé, peut ne pas être valorisé que dans le pays qui exporte. Il peut être valorisé éventuellement dans d'autres pays de la zone. Le forum accompagne cette initiative. C'est un élément important, donc une organisation politique qui soutient le dispositif. Elle aide à la négociation, donc elle crée une structure, l'OCTA, qui va aider les pays membres à négocier cet accord, le PICTA. Elle prodigue des conseils, du renforcement au bénéfice des pays partis à cet accord les moins développés. Et, important de le préciser, le PICTA prévoit la création d'une agence qui s'appelle le PTNI, donc le Pacific Trade and Invest, qui est une agence au service des acteurs économiques de ces pays, visant à développer leur rayonnement économique international. Donc c'est pas que une agence, un accord juridiquement contraignant. Les participants, vous les voyez en jaune, tout le monde, sauf évidemment l'Australie-Nouvelle-Zélande et bien sûr la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Les intérêts pour nous, éventuellement d'y adhérer, évidemment ce serait très symbolique, on sait le poids faible du PICTA, mais important sur le plan politique de marquer symboliquement une adhésion à cette organisation. Des débouchés intéressants pour les services, toujours, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le PICTA concerne aussi les services. Un protocole a été annexé en 2012 et il élargit le champ matériel. Il me reste peu de temps, je me dépêche. La Nouvelle-Calédonie pourrait être moteur, puisqu'elle deviendrait de fait la deuxième puissance économique de l'accord, après la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc la Calédonie deviendrait un des acteurs centraux de cet accord. Les risques sont les mêmes que pour l'accord GFLM, bien sûr. Les investissements étrangers. Alors, il y a un risque nouveau, qui n'est pas forcément aussi évident dans l'accord GFLM, c'est le risque que par cette adhésion, nous nous exposions à les investissements directs étrangers provenant de pays membres du PICTA, partis au PICTA, mais qui seraient en fait fomentés ou portés par des grandes puissances régionales, moins claires dans leurs intentions. On pense à la Chine, on pense éventuellement à d'autres pays qui seraient dans d'autres démarches. On sait que les économies de beaucoup de pays insulaires de la zone sont tenues par la Chine, à tout point de vue, et pourraient se dissimuler derrière des opérateurs de ces pays pour pénétrer le marché calédonien. Donc danger, ça peut être maîtrisé, mais ça peut aussi poser problème. Deuxième intérêt, évidemment, deuxième risque, c'est la concurrence fidjienne sur le service, comme on l'a évoqué précédemment. Le PACER Plus, et j'en finirai par cet accord. Ce PACER Plus, c'est le grand projet régional porté par le Forum, porté en fait par l'Australie et la Nouvelle-Zélande au travers du Forum. Alors, les représentants du consulat général de Nouvelle-Zélande sont présents aujourd'hui, donc je respecterai bien sûr l'initiative, mais qui n'est pas une initiative que philanthrope. C'est clairement une marque de la volonté de développement de cette assise économique de l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans la zone Pacifique. C'est la matérialisation juridique internationale de l'emprise économique australienne, néo-zélandaise dans la zone Pacifique. Alors, l'histoire très rapidement, le Sparteka en est l'embryon dès 81, qui est un accord non réciproque, qui est en fait un dispositif qui prévoit, qui sont les prémices du PACER Plus. Il est conclu entre l'Australie et 13 pays insulaires de la zone. Il prévoit en théorie un accès au marché australien
et néo-zélandais pour tous les pays, pour les 13 pays insulaires de la zone, mais en réalité, on se rend compte très vite que les règles d'origine sont très contraignantes d'abord, que peu de produits sont donc éligibles à l'export simplifié vers l'Australie et Nouvelle-Zélande, que les barrières sanitaires, phytosanitaires de ces deux pays restent les mêmes, elles ne sont pas simplifiées au bénéfice des 13, alors qu'on sait que c'est la principale barrière économique australienne notamment pour les échanges régionaux. Et enfin, la Nouvelle-Zélande et l'Australie vont très vite conclure des accords bilatéraux dans la zone qui vont de faire remplacer le Sparteca. Et donc il faut très vite remplacer, substituer au Sparteca un accord inclusif et le plus large possible. En 2002, donc l'accord est signé, donc je suis au-delà de mon temps, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. En 2002, l'accord Pacer le Pacer, donc qui est la deuxième génération, si je puis dire, l'avant Pacer Plus, entre en vigueur. Il ne remplace pas précisément le Sparteca, mais je ne m'appesantis pas sur cet accord qui a pas grand intérêt, qui n'a plus grand intérêt aujourd'hui. Dès 2009, l'Australie et la Nouvelle-Zélande proposent le Pacer Plus, qui intègre donc, et c'est nouveau, un volet développement. Donc au-delà de l'accord de commerce, on a un dispositif de soutien au développement des pays signataires en développement qui s'y annexent, qui prévoit aussi, comme pour l'accord GFLM, un système de mobilité des travailleurs, je le détaillerai, et puis qui prévoit un mécanisme de négociation. Ça, c'est assez classique. Le Pacer Plus, c'est un accord de libre-échange régional, donc je viens de le dire. Le champ d'application géographique, il faut le savoir aujourd'hui, c'est, sachez-le, en dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, tous les États et territoires membres du Forum des îles du Pacifique l'ont signé et sont en processus d'entrée en vigueur, sauf les deux plus grandes économies régionales, la Papouasie et Fidji. Donc, et bien entendu les deux PTOM, donc la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui sont finalement les deux et cinquième puissances, les deux et troisième puissances régionales. Donc en réalité aujourd'hui 90% de l'économie régionale hors Australie et Nouvelle-Zélande ne prend pas part à Pacer Plus. Donc ce qui évidemment remet en cause la consistance de l'accord. L'objet de l'accord, un accord sur le commerce des biens d'abord. Objectif, faciliter le commerce entre les parties, c'est classique, je n'y reviens pas. Une obligation qui n'est pas réciproque, moins d'engagement, moins de contraintes pour les plus pauvres. Donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande concèdent davantage au bénéfice des pays insulaires en développement, avec toujours cette clause de préservation des industries naissantes. Une période transitoire assez longue de mise en place des mesures de sauvegarde à l'égard des importations d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a des garde-fous, énormément de garde-fous qui permettent aux pays les plus pauvres de l'accord de se protéger et de ne pas aller trop vite dans la libéralisation. Il respecte, le Pacer Plus, les règles de l'OMC, bien entendu, puisque beaucoup de ses membres en sont membres, beaucoup de ses parties en sont membres. Simplification des règles de procédure douanière, donc ça, je n'y reviens pas, c'est classique. Une assistance technique, un peu comme sur le modèle de ce que fait le GFLM, au bénéfice des plus pauvres dans l'accord qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, une application il permet, de fait, puisqu'on a dit qu'il respectait l'OMC, les règles de l'OMC, d'appliquer indirectement beaucoup de règles de l'OMC dans des pays, des États qui ne sont pas membres de l'OMC. Sur les mesures phytosanitaires, il prévoit effectivement aussi des mécanismes d'assistance technique pour renforcer les capacités des plus pauvres à satisfaire les contraintes phytosanitaires australiennes, néo-zélandaises. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Il prévoit aussi vraiment des mécanismes d'information, de transparence, voilà. Tout est fait pour que les pays les plus vulnérables aient le plus de facilité à répondre aux contraintes et aux exigences de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, notamment. Voilà, je passe sur ces points rapidement parce que je pense que c'est de la technique et on y reviendra quand l'accord sera entré en vigueur et quand se posera vraiment la question d'un rapprochement de la Calédonie de cette structure. Je m'arrête sur les deux points qui peuvent nous intéresser. L'Australie a mis en exergue deux contreparties majeures pour défendre l'intérêt d'adhérer et de signer l'accord Pacer Plus pour les plus pauvres. D'abord, la mobilité des travailleurs, c'est très nouveau. C'est un mécanisme qui permet à l'ensemble des pays insulaires, à l'ensemble des pays en développement signataires de cet accord, de renforcer considérablement la possibilité d'envoyer des travailleurs, des élites, mais pas que des élites, y compris les travailleurs saisonniers. Donc, ce mécanisme permet d'accroître le flux de travailleurs de ces pays pauvres vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, cet argument, cet intérêt ne présente pas ne correspond pas aux attentes de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas
nous ne présentons pas le même, en tout cas la pertinence de convaincre la Nouvelle-Calédonie d'adhérer à Pacer Plus en se fondant sur ce dispositif n'a pas de sens, puisque évidemment nous ne sommes pas dans une logique de manque d'emploi et de besoin d'exportation de travailleurs vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Désolé, je suis un peu confus, mais j'ai du mal à l'expliquer. Sur le développement, deuxième dispositif de vente, si je puis dire, de cet accord par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est le développement d'un mécanisme qui soutient massivement les pays signataires les plus pauvres dans la structuration de leurs administrations compétentes en matière de commerce extérieur, y compris d'ailleurs dans le renforcement des compétences des entreprises qui veulent exporter vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Là aussi, c'est un dispositif qui n'est pas pertinent au regard du niveau de développement de la Nouvelle-Calédonie, dans ce qui pourrait nous convaincre d'adhérer à Pacer Plus. Donc, vous voyez que les contreparties, ce qui rend asymétrique Pacer Plus, ne correspond pas aujourd'hui forcément à ce que pourrait attendre la Calédonie d'une contrepartie australienne néo-zélandaise à une adhésion à cet accord. Conclusion, des potentialités évidentes, les mêmes que tout à l'heure, dans le domaine des services, une facilité théorique présentée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande à l'accès au marché, à ces deux marchés, mais les obstacles techniques demeurent je dirais les obstacles phytosanitaires demeurent aussi, même si nous avons aujourd'hui, à la différence des pays insulaires en développement, des compétences administratives qui nous permettent d'aider nos entreprises et de répondre aux exigences australiennes et néo-zélandaises. Donc nous ne gagnons pas véritablement aux dispositifs qui sont présentés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans ces fameuses contreparties. Les risques sur la mobilité des travailleurs, évidemment, le risque, c'est que la Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de pays développé, doive s'aligner sur les offres que font l'Australie et la Nouvelle-Zélande aux travailleurs des pays en développement. Donc nous devrions potentiellement devoir accueillir aussi en Nouvelle-Calédonie des travailleurs de ces pays insulaires en masse ou en tout cas en nombre. Ça pourrait remettre en cause l'équilibre qui est aujourd'hui assez sensible mis en œuvre par les lois sur l'emploi local. Ensuite, sur d'éventuels quotas nous pourrions voir mis à mal nos industries, notamment agricoles et maraîchères. Et enfin, sur les services, toujours avec Fidji, problème un risque de concurrence auquel nous ne pourrions pas nous confronter. Voilà rapidement, et pour être très succinct, désolé si j'ai été un peu confus sur le Pacer Plus parce que le sujet est très nouveau. Hein. C'est un accord sur lequel on a assez peu la main pour l'instant puisque nous ne sommes ni partis ni en phase de lettres. Et donc le texte aujourd'hui n'a pas été expertisé véritablement. Les 1000 pages du texte n'ont pas véritablement été expertisées par le gouvernement. Donc voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Politiquement, le sujet n'a pas été traité. Donc on n'est pas du tout en mesure de vous donner de positionnement ou de prépositionnement du gouvernement. C'est extrêmement sensible. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'est pas mature pour adhérer à cet accord et elle n'a pas la physionomie économique qui a été ciblée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour une intégration en l'état. Voilà. Merci. Merci beaucoup François pour cette présentation très claire que je sais pas facile à mener. Donc présentation et avec des perspectives honnêtes, on voit bien que ça suscite beaucoup de questions à la fois économiques et politiques. Je me tourne vers Mathieu pour savoir si nous avons encore le temps pour 5 minutes de questions. Si vous avez-vous des questions? Bonjour, Stéphane Bonomo. Merci d'abord pour l'organisation de ce colloque. Une petite question à Madame Bidault. Je suis nouveau sur le territoire. Est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises calédoniennes ayant eu recours à l'arbitrage? En fait, est-ce que c'est une pratique qui est usitée ici ou... Ouais, et ensuite, deux petites remarques, puisqu'ayant pratiqué un peu l'arbitrage en métropole, j'ai un petit point de désaccord avec vous, je tiens juste à le souligner là, c'est que je suis pas certain que l'arbitrage soit une pratique chère dans certains litiges internationaux, eu égard à la longueur de certaines procédures, s'il faut aller jusqu'en cassation.
et on renvoie encore devant des juridictions. Au regard de la longueur d'une procédure, peut-être que parfois l'arbitrage en 1 an et demi, le litige est définitivement réglé, donc je suis pas certain que ce soit la voie la plus chère. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous avez des décisions, enfin des connaissances, des sentences arbitrales rendues sur le territoire? Alors, donc juste par rapport au coût de l'arbitrage, évidemment, c'est un coût qui est à relativiser. Je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on a un procès qui va jusqu'en cassation, s'il y a cassation, que ça retourne en cour d'appel, ça peut durer des années, ça peut coûter très cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, tout dépend aussi des places d'arbitrage qu'on choisit. La rémunération des arbitres va dépendre aussi des centres d'arbitrage. Certains sont plus ou moins chers, et puis plus il y a d'argent en jeu, plus la rémunération des arbitres est importante. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça coûte pas forcément plus cher, mais on sait quand même que on paye les arbitres directement, donc il y a quand même un coût certain. Pour vous répondre en revanche sur la question de la pratique de l'arbitrage sur le territoire, c'est très délicat puisque l'arbitrage par nature c'est secret. En fait, c'est pas une procédure qui est publique, donc on n'est pas au courant. Alors, de manière globale, en dehors de la Nouvelle-Calédonie, il me semble qu'on estime, mais ce n'est qu'une estimation, que 80 à 90% des litiges du commerce international se régleraient par arbitrage. Mais on peut être que sur des estimations, puisque c'est une justice secrète. Dans les décisions de justice, on trouve 1 ou 2 décisions, je pense notamment à une décision de la Cour de cassation, j'ai plus la date en tête, je crois que ça doit être 2012 ou 2013, qui fait état d'une sentence arbitrale et d'une question d'arbitrage par rapport à une entreprise de la Nouvelle-Calédonie. Après, sur la pratique concrète, quelque part, heureusement que je ne peux pas vous répondre. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'arbitrage a perdu complètement de sa nature secrète et que les entreprises n'ont plus intérêt à y avoir recours.